Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Vous connaissez désormais la formule. Si jamais vous voulez les infos complètement incontournables de la semaine, comme par exemple l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, ou comme par exemple les résultats financiers qui sont des opportunités de parler un petit peu des tendances de la tech. On vous a pas donné les tableaux de résultats avec les chiffres détaillés, oui, mais on vous a donné presque. C'était à peu de choses près quand même. Mais bon, en tout cas, ils sont accessibles dans les notes de l'épisode. Mais vous avez en tout cas les tendances et puis une petite rubrique jeux vidéo. Là, dans le supplément, il y a beaucoup d'autres news qui sont arrivées dans notre veille et surtout dans la veille de Guillaume Poggiaspala. Et donc, on va vous les détailler. Je suis Guillaume Vendée, donc je te retrouve, Guillaume Poggiaspala, pour ce supplément. Comment vas-tu ? Mais ça va très très bien, écoute, magnifique. Et en plus, nous ne sommes pas seuls et ça, c'est très agréable. Eh bien effectivement, parce que vous l'avez entendu dans l'épisode hebdomadaire, et il a accepté de nous accompagner également pour le supplément. Vous avez compris évidemment que le supplément était enregistré dans la foulée de l'enregistrement de l'épisode hebdomadaire. Non, nous ne l'avons pas mobilisé 2 jours de suite dans la même semaine. C'est Baptiste Freyd. Salut Baptiste, comment vas-tu ? Salut Guillaume. Bah ça va toujours aussi bien qu'avant finalement. Moi je suis encore tout frais, ça va bien. Non mais c'est important ce que tu dis parce que ça paraît acquis comme ça que tu vas aussi bien, mais tu pourrais aller moins bien après un enregistrement avec nous. Ouais, une fatigue, il y aura une fatigue, je comprendrai une fatigue. Une fatigue morale, une fatigue physique. Non, en tout cas, grand plaisir. Et puis surtout, vous le savez, le supplément, c'est pas forcément non plus des sujets qu'on va prendre aussi sérieusement, avec autant d'analyses critiques. On est un peu plus détendu, mais ce qui ne nous empêche pas quand même de vous rappeler que on souhaite que vous puissiez nous accompagner, nous soutenir, si vous le souhaitez, sur patreon.com/techcafé. C'est un site de sociofinancement. Il vous suffit tout simplement de saisir cette adresse dans votre navigateur ou de cliquer sur le lien qui figure dans les notes de l'épisode pour tout comprendre. Et en fait, c'est assez simple à comprendre. Il y a juste un petit compte à vous créer et d'accepter de verser une toute petite somme d'argent à la diffusion de chaque épisode hebdomadaire, ce qui contribue évidemment à rémunérer notre travail. Donc merci infiniment de l'envisager si c'est pas déjà fait. Et puis également on compte sur toutes les interactions que vous connaissez bien maintenant, les avis sur les applications de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Les commentaires sur techcafé.fr sont toujours les bienvenus et les échanges sur Discord sont toujours d'une grande richesse. Le lien vers le serveur Discord est dans les notes de l'épisode. Guillaume, il y a quelques épisodes de cela, je pense que c'était la semaine dernière, on avait eu un retour, un commentaire qui nous interpellait sur les CAPTCHA. Je sens que tu es quelqu'un d'investi et qui fait son travail d'investigation, de journalisme et de podcasteur jusqu'au bout, et tu allais te renseigner, j'ai l'impression. Mais oui, journalisme total, parce que c'est vrai que je le reconnais, les CAPTCHA, c'était pas forcément un sujet que j'avais beaucoup regardé, mais c'est vrai que sur l'impulsion de mon auditeur, finalement, je me suis posé un petit peu sur la solution de Cloudflare, qui est assez intéressante. Alors à la base, le CAPTCHA, bon voilà, vous savez tout ce que c'est une réponse simple, efficace et très très chiante à un problème omniprésent sur Internet, c'est-à-dire s'assurer que l'utilisateur est un humain et pas un bot. Alors, ça s'appelait Elon Musk. Oui, c'est vrai, le CAPTCHA, sous sa forme ancestrale, voilà, c'est la forme d'un petit puzzle facile à résoudre pour un humain et difficile à résoudre pour une machine. Voilà, donc lire un texte atrocement déformé, reconnaître des feux rouges dans des photos en résolution dégueulasse et cadrées par un parkinsonien, vous voyez le genre. Bon, mais dernièrement, je sais pas pour vous, mais moi en fait, je rencontre de moins en moins. Vraiment, j'en vois quasiment plus. Moi aussi. Et ça fait un petit moment finalement parce que, tout simplement, pour éviter ces frictions, on a cherché d'autres moyens d'authentifier l'humanité de l'utilisateur et donc d'éviter les spams en tout genre, voilà, sans que ce soit trop embêtant. Alors des moyens, il y en a, et un des services de CAPTCHA les plus utilisés, c'est reCAPTCHA de Google. Donc dans sa version V2, c'était aussi un moyen de mettre à contribution les internautes pour entraîner les algorithmes de machine learning. Donc vous lisiez en fait voilà ce qu'il y avait écrit et ça permettait dans les cas où les algorithmes avaient du mal, et on comprend qu'ils avaient du mal parce que moi aussi j'avais du mal donc à déchiffrer les trucs, et ça a aidé à entraîner les IA. Alors la version 3 en fait présente énormément moins de puzzles à résoudre ou de trucs à déchiffrer, et même jamais dans l'idéal. Donc la V3, ça utilise un ensemble de signaux pour décider avec un certain taux de confiance si un utilisateur est un humain ou pas. Et on peut en imaginer des signaux, si tu remplis le formulaire en moins d'un quart de seconde et que ta souris bouge pas, c'est quand même suspect. Si la même IP s'est déjà connectée 17 fois, c'est bizarre aussi. Puis comme c'est Google, il peut savoir si tu es logué avec un compte Google, si tu as un cookie Google chez toi. Et donc il sait à peu près toute ta vie de toute façon Google, si tu es chez lui. Donc c'est une information qui est super importante. En règle générale, le reCAPTCHA V3 donc utilise des cookies, des indices comportementaux et une forme de traçage qui sont pas par défaut compatibles avec le RGPD. Alors c'est vrai, le RGPD demande qu'il y ait un consentement déjà et que tu récoltes des données que proportionnellement à l'usage que tu vas en faire.
Donc en gros, si tu es une appli de navigation routière, c'est normal que tu utilises le GPS, les adresses des contacts, éventuellement tout ça. Mais si tu es un jeu de Snake, c'est quand même suspect. Donc les exceptions, évidemment, s'il y en a quand même, c'est l'intérêt général, l'urgence vitale ou le contexte d'une enquête criminelle. Et donc reCAPTCHA récolte quand même pas mal trop d'informations pour ce qu'il en fait, puisque il est bien évident qu'avec un CAPTCHA normal bien basique, tu peux faire exactement pareil. En plus, il utilise des serveurs américains, ce qui soulève des questions de transfert de données transatlantiques. Et même en demandant le consentement pour les cookies, la situation n'est pas si claire, même si énormément de monde l'utilise en vrai, c'est vraiment le leader du CAPTCHA, autant en Europe qu'ailleurs, mais légalement, rien n'est vraiment statué, donc c'est quand même assez flou. Et il y a des alternatives qui existent, comme dans beaucoup de domaines, Google est quasi monopolistique là-dessus, c'est 98% du marché. Et donc Cloudflare lance sa propre alternative qu'ils appellent Turnstile. Alors Turnstile, ça veut dire tourniquet. Et en fait, c'est un ensemble de méthodes de vérification qui vont tourner effectivement comme ça, et qui sont encore en développement, pour essayer de limiter au maximum le retour au puzzle chiant de base. En fait, c'est une collection de challenges qui seront proposés à chaque utilisateur en fonction de l'incertitude sur l'incertitude qui reste sur sa nature. Donc, il y aura toujours de l'analyse comportementale, évidemment, de même que l'analyse du navigateur, quel navigateur tu as, est-ce que tu en as un déjà, parce que moi, si tu te connectes directement via une appli, est-ce que tu as un navigateur, quelle appli, quelle extension tu as, quelle appli tu utilises, etc. Donc il y aura aussi des tests de Proof of Work et de Proof of Space. Alors Proof of Work, Proof of Space, je sais que c'est deux notions qu'on associe désormais aux crypto-monnaies de manière quasi automatique, mais en fait Proof of Work c'est quelque chose qui est antérieur. Ça consiste à demander un petit travail à la machine qui se connecte. N'importe quoi, un travail débile, mais un petit travail. Alors pour elle, ça lui coûte pratiquement rien, elle le fait ce petit travail, ça lui coûte peut-être une demi-seconde, et puis elle le fait qu'une fois, c'est pas grave. Par contre, pour un spammer qui doit répéter la procédure des millions de fois, c'est un million de fois, une demi-seconde, et du coup ça devient intenable. Oui. Donc c'est une solution qui est assez simple, mais qui marche plutôt bien déjà dans le spam. Et puis il y a aussi une autre solution très simple, c'est de déléguer, tout simplement. Déléguer la confiance à un tiers comme Apple, puisque Apple implémente un truc dans iOS et macOS qui s'appelle les Private Access Tokens, qui certifie qu'Apple considère ses utilisateurs comme légitimes. À partir de là, Cloudflare, lui, si Apple dit que c'est bon, Cloudflare dit tout simplement « Ok, ça roule ». Bon, si vous voulez mon avis, ça revient très exactement au même que d'avoir un cookie Google, sauf que c'est un cookie Apple en fait. Mais c'est juste pas le service de CAPTCHA qui piste qui que ce soit. C'est Apple en fait. Donc après, tu te débrouilles avec ça. De fait, Apple n'est pas une boîte de pub comme Google, même si les chances bougent petit à petit, mais enfin, c'est pas le sujet. Et en gros, Cloudflare donc offre ce qu'ils appellent le Challenge Manager, où ils adaptent automatiquement les challenges en fonction du cas et de leur efficacité, parce que le service est toujours en bêta et que l'évaluation des challenges est toujours en cours. Donc il y a des algos de machine learning qui s'affinent, il y a des challenges qui vont être jugés pour leur pertinence et qui, s'ils sont pas suffisamment pertinents, disparaîtront tout simplement. Donc pour le moment, le système permet d'éviter 91% des CAPTCHA standards, donc dans 91% des cas, on n'a pas besoin de te donner le CAPTCHA de papy à résoudre, et ça sans cookies et sans suivi. Bon, après, évidemment, il y a quand même une analyse d'un certain nombre de données et de paramètres quand même, parce que on n'a rien sans rien. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir se sortir un petit peu de Google, parce que Google est quand même un petit peu partout à la fois, un petit peu partout. Donc c'est pas plus mal d'avoir une alternative, je trouve. Tu t'étais penché, toi, déjà, Baptiste, sur le fonctionnement comme ça des CAPTCHA? Est-ce que c'est un sujet que tu maîtrises? Et surtout, est-ce que toi aussi, tu es complètement horripilé dès que tu as ce type d'exercice débile à faire à la fin d'un formulaire? Ah oui, alors je suis un humain, du coup oui, ça m'énerve. Mais oui, non, c'est très énervant. Je m'étais jamais penché dans autant de détails sur les CAPTCHA, mais je sais que Cloudflare, c'est vraiment une entreprise intéressante parce que ils font ils font beaucoup de pièces d'infrastructure pour le web, genre notamment de base c'est une société qui a empêché le spam, donc ils vérifiaient, tu sais que les sites qui étaient hackés par déni de service, donc il y avait trop de requêtes et donc du coup le site il tombait, et donc Cloudflare au début ils empêchaient ça, et donc maintenant ils sont un peu étendus et tout, mais ils font plein de services intéressants comme ça, ils ont aussi leur propre DNS et tout, donc c'est une entreprise à garder un œil sur. Oh mais carrément, mais ils font un CDN aussi, non? Sûrement. Ils font pas du Content Delivery Network? Ouais, je crois aussi qu'ils font du Edge maintenant, beaucoup du cloud, mais proche de l'utilisateur pour accélérer les trucs. Faudrait que je vérifie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que oui, non, mais ils deviennent vraiment très importants. Attention, c'est énorme Cloudflare maintenant. Ils ont bien un service de DNS, c'est ça aussi. 1.1.1. Oui. Le 1.1.1.
C'est super intéressant. Moi, à chaque fois qu'on me parle de CAPTCHA, je pense au fait que je m'horripile le cerveau à savoir si jamais vous avez les 3-4 pixels du feu rouge qui débordent du petit carré, est-ce que je dois les cocher ou pas? Et j'ai l'impression qu'en plus ça change rien que je le coche ou pas, mais bon, je me pose la question à chaque fois. Allez, dans un registre un peu plus légal, il y a quelque chose d'assez marquant parce que, bon, ça y est, hein, vous le savez maintenant, l'iPhone de l'année prochaine devrait être équipé d'une prise USB-C largement à cause ou grâce plutôt aux initiatives légales dans l'Union européenne. Et il y a un nouveau paquet législatif qui entre en vigueur en Europe, qui va là aussi peut-être bouleverser Apple et plein d'autres, hein, mais c'est le DMA, Guillaume. Ben oui, alors on en avait déjà parlé, mais ça y est, on est en novembre 2022, c'est officiel. Ça donc passe vite. Le DMA, le Digital Markets Act, entre en vigueur officiellement. Et ça veut dire que d'ici un an, hein, grosso modo, il va y avoir de très très gros challenges pour Meta, Apple et compagnie. Parce que d'ici au printemps, déjà, la commission devra décider qui sont les gatekeepers, hein, ce qu'ils appellent les gatekeepers, c'est-à-dire les grosses boîtes qui sont suffisamment grosses pour être en gros inévitables et qui de fait peuvent dicter leurs règles. Et ensuite, ces boîtes auront 6 mois pour se mettre en conformité avec le DMA qui, rappelons-le, hein, obligerait les plateformes à être interopérables et à ouvrir leur écosystème s'ils sont fermés. Oui, Apple devra autoriser les magasins d'applications tiers et WhatsApp devrait recevoir des messages venant de Telegram ou Signal. Les plateformes ne devront plus favoriser non plus leurs propres produits. C'est de la pure science-fiction. Sauf que c'est la réalité, hein. Gérard de Graft va même aller en Californie pour aller voir les GAFAM, histoire qu'ils prennent bien conscience que les règles ont changé. Et il va aussi d'ailleurs aller voir les législateurs californiens pour discuter un petit peu boutique à bout de gras, voilà, future loi, alors et toi, qu'est-ce que tu fais comme loi? Moi je fais ça, c'est pas mal. Ce genre de truc. Donc voilà, alors est-ce que vous êtes prêts pour le séisme? Parce qu'Apple, apparemment, il est pas prêt, lui, hein. Alors, moi, j'attends le moment où toutes nos boîtes, vous vous souvenez, pendant quand le RGPD est passé, tu recevais 50 emails par jour de « on a updaté nos conditions générales d'utilisation ». J'ai hâte de voir ça, ça va être marrant. Et mais sinon, enfin, ça me semble tellement un cataclysme. Imagine, genre juste d'un point de vue technique, 6 mois pour faire en sorte que WhatsApp soit interopérable, ça me semble délirant. Donc, je suis vraiment curieux de voir comment est-ce que ça va être implémenté, parce que je pense pas que la loi en soi ce soit beaucoup, tu vois. Ça va être quelles sont les décisions derrière, comment est-ce qu'ils obligent les gens, les entreprises à le faire. Enfin, moi, j'ai vraiment... Ce qui est sûr, c'est que dans un an, tu pourras pas envoyer des messages de WhatsApp à Telegram. Ça, je suis à peu près sûr. Bah, c'est ça. C'est-à-dire, autant forcer Apple à ouvrir le iOS, techniquement, c'est pas très compliqué. Enfin, je veux dire, il y a rien à faire, tu vois. Par contre, techniquement, rendre interopérable Telegram, Signal et WhatsApp, c'est pas du tout la même chose. Donc là, ça va poser d'autres soucis, quoi. Et est-ce que c'est même désirable, quoi? Genre, et à quel point, tu vois, la loi, elle est écrite de manière assez large, tu vois, mais comment est-ce que tu fais en sorte que un truc comme WhatsApp soit ouvert, mais toujours sécurisé end-to-end? Même Signal, c'est encore pire, tu vois. Comment est-ce que tu fais ça? Enfin, ça me semble être vraiment dur, quoi. C'est pas juste, enfin, à la fois au niveau légal et au niveau technique. Donc, vraiment, j'attends de voir, quoi. Ouais, c'est pas évident quand même de savoir quelle va être la mise en application de ce sujet. Effectivement, comme tu dis, Baptiste, c'est un tel séisme qu'on a du mal à imaginer comment ça puisse être mis en application, et en plus aussi vite. La loi, c'est la loi, donc on verra comment ça se passe. Un petit tour du côté de TikTok. Tiens, Baptiste, est-ce que tu es un utilisateur de réseaux sociaux en dehors de Twitter et de l'utilisation que tu en fais? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux que tu as l'habitude d'utiliser, ou est-ce que tu te forces pour ton travail de podcasteur, et est-ce que par exemple tu utilises TikTok? Non, alors j'utilise un peu Instagram, mais pas beaucoup, et mais non, je suis jamais tombé dans TikTok. Eh ben écoute, on va parler. Fait le Blackout Challenge alors. Grand bien t'en fasse, et heureusement que tu en as été protégé. Effectivement, tu vas nous parler un petit peu, Guillaume, en plus des implications que ça peut avoir sur l'aspect là aussi légal, et notamment la section 230, mais sur ce challenge qui circule sur TikTok, un des nombreux challenges si dangereux. C'est un petit follow-up, en fait, hein. Parce qu'il y a quelques semaines, je parlais du futur procès contre TikTok sur ce Blackout Challenge, effectivement, tu sais, qui circulait et qui amenait à la mort d'une enfant dont les parents avaient attaqué TikTok sous l'angle assez original du produit défectueux, pour essayer de contourner justement la protection de la section 230. Et il s'avère que finalement, le juge a tout de même décidé que c'était pas un angle d'Aclac qui annule en aucune manière la protection de la loi, et donc TikTok va s'en sortir sans problème. Donc c'est perdu pour la partie civile, mais le cabinet d'avocats va pas s'arrêter là.
Et elle représente plus de 1000 clients, en fait, avec une bonne douzaine de procès qui vont commencer ou sont en cours, et qui vont à peu près utiliser le même argumentaire. Donc peut-être que ça va passer un jour, il suffit de créer une jurisprudence, puisque la loi américaine est très jurisprudentielle, et bon, dès que ça passe à un moment, je pense que c'est bon. Je sais pas si tu peux confirmer ça d'ailleurs, Baptiste. Oui, en effet, ouais, c'est ça. Le moment où le juge il fait le truc, ça automatiquement, ça contamine le reste des décisions. En sachant que, évidemment, hein, cet aspect légal, il est compréhensible et il est très louable. Juste aussi, si vous êtes parent, que vous soyez ou pas sur TikTok, je pense que c'est vraiment le genre de choses qu'il faut surveiller et sur lesquelles il faut parler. Hein, au moment du dîner, plutôt que de regarder votre fil Twitter avec votre nouveau badge de certification que vous payez $8 par mois, parlez aussi avec vos enfants de ces sujets-là. Et d'ailleurs, indépendamment des sujets sur les réseaux sociaux, ce genre de danger du jeu du foulard, on le connaît trop bien. Parlez-en aussi, même sans forcément parler des réseaux sociaux. Je pense que d'ailleurs c'est un bon angle pour parler de ce type de danger, qui est de le décorréler des réseaux sociaux, parce que on passe moins pour un boomer quand on parle de ces dangers de la cour d'école sans parler des challenges TikTok peut-être. TikTok qui devient pour certains une source d'information, Guillaume. Ouais, c'est un truc plus effrayant que tout ce que t'as vu pour Halloween, je pense, que c'est TikTok qui devient une source d'information, parce que TikTok, de son propre aveu, hein, c'est lui qui le dit, est une plateforme de divertissement, et il a aucune prétention de devenir un journal télé. Hein. Et pourtant, aux États-Unis, 10% des adultes s'informent sur TikTok, et 26% des moins de 30 ans. Alors, même si TikTok a pas mal évolué évidemment depuis ses débuts là, mais ça reste terrifiant parce que ils sont pas du tout prêts à ça, TikTok. Hein. C'est même pas ce qu'ils recherchent d'ailleurs. Ils sont pas prêts du tout à lutter contre la désinformation. D'après NewsGuard, 20% des recherches TikTok mènent à des vidéos contenant des informations fausses. D'ailleurs, Snopes avait demandé à des universitaires de noter de A à F les différentes plateformes de réseaux sociaux sur leur capacité à gérer les prochaines élections de mi-mandat. Parce qu'évidemment, on se souvient de ce qui s'est passé en 2018. Bon. Et du coup, alors ils avaient donc les réseaux sociaux et YouTube. Alors, je vais pas donner toutes les notes, hein, mais pour résumer, TikTok a eu 2 fois D et 1 fois F. Aucune n'a jamais été notée A de plateforme. Mais globalement, Twitter, Facebook et YouTube ont été notés entre B et C. TikTok, il a eu F, quoi. Je veux dire, il est pas prêt, il est prêt à rien. Donc c'est super inquiétant. Ouais, en fait, ce qui m'interpelle là-dedans, j'aime pas trop prendre les choses au pied de la lettre. J'aurais aimé beaucoup plus les creuser parce que je sais pas en gros, qu'est-ce qu'on appelle source d'information, tu vois, sur le chiffre que tu donnais tout à l'heure. Est-ce que les gens déclarent utiliser TikTok et donc dans les questions c'est assimilé à comme étant de la prise d'information, ce qui est un peu vague, tu vois, ou est-ce que c'est vraiment suivre de l'information comme étant une source d'actualité, ce qui est encore un peu différent, et ça m'étonne pas en fait que TikTok soit suivi comme étant une source, écoutez bien mes guillemets hein, avec mes doigts, d'information, parce que il y a aussi plein de contenus très tuto, très pédagogique, très alors, j'ose pas le dire, mais quand même sérieux en fait sur TikTok maintenant. Et donc ça m'étonnerait pas que pour beaucoup ce soit une source, encore une fois entre guillemets, d'information. De là à le comparer, c'est une étude du Pew Research Center et ça c'est en anglais c'est news, donc je dis information alors. Mais c'est actualité. J'aurais dû dire actualité. Okay. Pardon, c'est moi qui ai mal traduit. Alors ça lève toute réserve de ma part, c'est effrayant. C'est grand. C'est donc le moment de parler des modérateurs. Alors moi j'ai toujours en tête. Si je peux intervenir sur TikTok, je pense quand même que c'est une société, c'est encore la même société que la société chinoise, enfin ByteDance, et donc normalement ils ont une certaine expertise pour modérer les contenus, filtrer tout. Non, je veux dire, je veux pas être genre. Quand on ouais, c'est ça. Genre, je veux pas être sans être négatif ou quoi. Genre, juste, je pense qu'ils ont l'expertise, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est très juste ce que tu dis. Effectivement, il y a les ressources qui vont bien derrière. Donc, en savoir-faire, ça devrait être bon. Encore faut-il le vouloir et le mettre en application sur ce canal-là, effectivement. Alors du coup, effectivement, on va parler de modération. Hein, c'est évident. Moi, je reste toujours marqué, comme je disais, d'un documentaire qui s'appelait Les Nettoyeurs du Web, où on avait découvert un petit peu quels étaient les profils de ceux qui étaient amenés à modérer les contenus sur Facebook à l'époque, avec vraiment des situations humaines qui étaient terrifiantes, où voilà, les modérateurs se voient exposer des contenus qui ont un premier niveau de signalement. Et alors là, ils ont toutes les vidéos de suicide, de meurtre, d'agression, de tout ce que vous voulez, qui est vraiment dégueulasse dans les poubelles du web, et ils doivent se prononcer le plus vite possible sur le bien fondé de ce type de publication. Là aussi, tu nous parles de la modération qui, j'ai l'impression, de toutes ces années, Guillaume, n'a pas fondamentalement évolué. Hein. Bon, non, pas vraiment, puisqu'on est sur TikTok. C'est vrai que voilà, j'ai vu passer un article intéressant et terrifiant aussi.
Ouais, c'est du time, donc sur les modérateurs colombiens qui bossent pour TikTok. Bon, pour résumer, ils se font des horreurs que je vais même pas mentionner pour pas vous faire vomir votre déjeuner, quoi. Mais bon, pour $250 par mois, et un rythme débile de 900 000 vidéos par jour, ils doivent se fader des atrocités. Alors ça fait dans les 15 secondes par vidéo, pour décider. Alors ils gagnent 60 balles de plus s'ils arrivent à ce niveau-là, mais bon, la plupart du temps, c'est 250 balles parce que voilà, ils n'y arrivent pas, quoi. Et bon, il faut pas traîner non plus parce que sous peine d'avoir une étiquette, tu sais, tir au flanc, parce que étiquette tir au flanc qui peut te suivre même si tu quittes la boîte après. Et ce qui est marrant, c'est que tout ça est géré par une boîte parisienne qui s'appelle Téléperformance et qui emploie 7000 personnes pour faire ce boulot, aussi pour Meta, Discord, Microsoft, etc. Ça marche bien, hein, ils ont fait 8 milliards de chiffres d'affaires pendant la pandémie, ça a dû un petit peu baisser, mais enfin bon quand même. La Colombie et le Brésil, bah, c'est les deux pôles de travailleurs pas chers et pas chiants, hein, puisqu'ils sont peu syndiqués. Puis de toute façon, s'ils essayent, tu sais, on les dissuade très vite, hein. Et puis bon, si le télétravail, la boîte oblige à installer une caméra au domicile pour les surveiller en permanence, puis il faut pas qu'il y ait de pauses trop longues, puis il y a interdiction absolue à quiconque de vous regarder l'écran, parce que ce qui s'affiche, c'est uniquement pour le modérateur, c'est pour personne d'autre. Donc si ton conjoint ou ta mère passe dans la pièce, ça peut motiver un renvoi. C'est pratique, hein, quand tu vis en Amérique latine à 4 dans un appart. Et bon, le pire, c'est que certains souffrent de stress post-traumatique suite au visionnage de certaines vidéos. Et je plaisante pas, quoi. Il y a vraiment un stress post-traumatique parce qu'il y a des trucs, il y a des vidéos qu'ils ont vues, ça les poursuit, quoi. Et bon, voilà, il paraît que le suivi psychologique, il est pas non plus au top, voilà. C'est fou, hein, parce que dans un monde où les IA semblent pouvoir tout faire, et voilà, quand il s'agit de décider vraiment si oui ou non c'est admissible, le travail humain reste moins cher et plus fiable, hein, que les IA, surtout quand on le fait dans des pays défavorisés, bien entendu. Alors, je sais pas si les algos vont finir par réussir à éviter toute cette peine et toutes ces horreurs à ces modérateurs, sans qui, on l'oublie facilement et les réseaux sociaux tels qu'on les connaît pourraient pas exister, quoi. Baptiste, je t'ai déjà entendu prendre la parole sur ce genre de sujet et je t'attaque sans t'avoir préparé, mais pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? je t'agresse comme ça. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué pour les machines d'arriver à modérer du contenu et pourquoi est-ce qu'on a autant besoin des humains encore? Parce que il y a beaucoup de types de contenus différents, mais notamment les contenus un peu genre dès que c'est pas hyper clair, tu vois, t'as des choses qui sont très claires, tu vois, par exemple tout ce qui est pornographique, j'aurais tendance à dire que c'est facilement assez clair, mais tout le reste, ça l'est pas nécessairement. Il faut du contexte, il faut parfois mettre ensemble un texte, une vidéo, le contexte, l'intention aussi, tu vois. Genre par exemple, je sais pas si tu fais des menaces de mort par exemple, c'est très dur parce que c'est beaucoup dans le subtil, tu vois. Genre je peux faire une menace de mort à un personnage de dessin animé, une IA, elle va jamais comprendre ça, tu vois. C'est ce genre de choses, c'est que dès qu'il y a du contexte, dès qu'il y a du contexte en gros, ou que c'est pas quelque chose qui est ultra clair visuellement, c'est très dur à faire pour les algos, et du coup, en fait, c'est juste moins cher d'avoir des humains que d'avoir du machine learning compliqué, sur lequel il faut encore repasser, et aussi juste, mets-toi à la place du manager, ou de la personne dans l'entreprise, c'est beaucoup plus facile de juste dire, on va externaliser ça dans un pays très loin de chez nous, que de dire, on va faire des experts en machine learning, on va faire des choses super compliquées. Et parce que c'est un risque, parce qu'il y a de grandes chances que ça marche pas. Donc, je pense que c'est un peu ça le truc. C'est mettre la poussière sous le tapis, ouais, diront certains. Mais bon, triste, mais ça, ouais, c'est logique. Peut-être que ça changera. Hein. On voit que les technologies avancent, mais c'est pas pour demain, la veille. Mais il faudra améliorer nos algorithmes. Et ça tombe bien. On a une rubrique qui va justement parler des algorithmes. Vous savez qu'on aime l'intelligence artificielle et les algorithmes avec les myriages, ces outils qui génèrent des images sur la base des phrases qu'on leur donne. Oh mon Dieu, les Midjourney et leurs amis. Alors justement, quand on parlait de ces sujets-là qu'on a largement couverts dans les autres épisodes de Tech Café, on parlait du dilemme que représentait la vente de ces images générées par intelligence artificielle sur les plateformes d'images, de banques d'images telles que Getty Images par exemple. Guillaume, il y a du nouveau de ce côté-là. Oui, ça faisait presque longtemps qu'on n'avait pas parlé de génération d'images par IA, c'est vrai ça. Ça faisait au moins une semaine. Mais oui. Heureusement que Shutterstock, donc, qui est aussi une banque d'images payantes comme Getty, donc de vraies images normalement, donc vient de faire un partenariat avec OpenAI pour commercialiser un service de synthèse basé sur DALL-E 2. Donc l'idée, c'est de transformer la recherche d'images préexistantes en une création d'images à la demande. Ça rejoint d'ailleurs ce qui avait été annoncé par Microsoft, Designer, avec son designer là, et puis même les futures fonctions intégrées à Edge et Bing.
Et puis ça boucle une boucle aussi, puisque DALL-E 2 a été entraîné en partie sur des images de Shutterstock, donc c'est quand même marrant. La grande nouveauté, on va dire, de cette news, c'est que quand la fonction sera disponible, bon, c'est dans les prochains mois, Shutterstock va aussi payer les créateurs pour leur contribution au développement de la technologie. Bon alors, c'est assez vague encore, les détails sont un peu flous, ce sera sous la forme apparemment d'une part des bénéfices faits par la plateforme et au prorata du nombre d'œuvres dans le dataset utilisé pour l'entraînement du modèle. Donc il pourrait y avoir un paiement tous les 6 mois, Shutterstock ferait payer OpenAI pour entraîner les modèles et verserait une partie aux artistes. Donc les montants sont pas clairs évidemment non plus, mais au moins on commence quand même à évoquer un petit peu de dédommager les artistes, c'est quand même un progrès. Getty d'ailleurs, donc le concurrent là, est beaucoup plus prudent sur l'usage donc de ces myriages qui n'ont pas vraiment encore de statut légal. C'est des craintes valides qui viennent aussi des artistes sur ce statut-là quand même, sur tout ça, des modèles qui ont été entraînés sur une masse énorme de matériel copyrighté quand même, sans chercher aucun consentement. Des modèles tellement complexes à mettre au point et entraîner que seules des grosses boîtes avec les reins très solides peuvent se les payer. Et ces boîtes qui évidemment vont vouloir un retour sur investissement en améliorant leurs produits, en fournissant plus de services, quitte à squeezer les artistes qui ont contribué à leur succès au départ. Donc beaucoup voient aussi les algos comme de super outils, mais c'est tellement super contre un simple outil et un remplacement, tu sais, c'est la frontière est mince quoi. Dans une usine de bagnole, une perceuse c'est un outil, mais un robot, c'est un remplaçant. Et voilà, c'est sans compter évidemment les conséquences innombrables sur tous les usages. C'est vraiment, t'imagines le nombre de trucs, c'est vraiment que le début, quoi. Imagine ce que ça va changer pour le porno, par exemple. Mais oui. Ouais, je sais, vous allez dire que je suis un gros obsédé, tout ça. Alors, oui, un gros non, obsédé. oui, non, enfin bon, pas seulement. En tant que témoin privilégié, je veux dire, des vicissitudes de notre monde moderne et décadent, je me dois d'analyser tous les aspects de ces nouvelles situations. C'est important. Bon. Donc aujourd'hui, avec Stable Diffusion, par exemple, on peut se faire des filles topless à la demande. Le modèle est open source, il est donc débridé, le dataset, donc Lion, ne contient pas beaucoup de porno, c'est vrai, mais donc c'est pas simple du coup de faire des nus complets, par exemple, qui soient mais bon, quand même, on peut quand même faire déjà du contenu très coquinou, très, très très mignon. Il y a des flux Reddit là-dessus, je vous laisse chercher. Pas de souci. On peut aussi surtout fine-tuner le modèle, parce que ça c'est aussi des grandes possibilités, c'est qu'on peut donc soit prendre un réseau et l'entraîner sur un dataset à nous, ou alors on peut même télécharger des réseaux pré-entraînés pour faire des hentai, du furry, des nudes avec des doigts de pied qui sont bien comme il faut. J'invente rien, tout ça existe, et c'est librement téléchargeable. De l'autre côté, on sait qu'il y a des générateurs de vidéos qui commencent à arriver, encore quelques années ou mois, je sais pas, et ils seront dispo pour le grand public sans trop de soucis aussi. Donc si j'avais un Stable Diffusion vidéo, et que au lieu de demander à un nounours qui fait la vaisselle, je demande une scène porno, en l'état ça marchera pas bien sûr, mais on pourrait fine-tuner le modèle pour. Ça devrait être assez envisageable, le porno c'est quand même un truc qui est ultra stéréotypé, ça facilite pas mal les choses, c'est des vidéos qui sont quand même très redondantes, les pratiques, les lieux, les plans, tout est super redondant dans le porno. Et puis surtout, question de dataset, c'est la fête. Je veux dire, quel ensemble géant de vidéos est mieux organisé, catégorisé et tagué que des vidéos porno? N'importe quel clip de Pornhub, il a un titre qui est quand même pour le moins évocateur, et au moins 15 tags. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Donc dans 5 ans, on aura peut-être des générateurs de clips porno, qui feront des séquences, je sais pas, genre 30 secondes, 1 minute par exemple, façon gif animé, tu sais, mais ça pourrait être suffisant, tu sais, vu l'usage général. Bref, là où je veux en venir, c'est que comme aujourd'hui, tu peux créer un service de téléchargement de photos, un service de fourniture de photos sans héberger la moindre photo, tu pourrais demain être un service de porno, de fourniture de porno, sans héberger aucune vidéo porno. Et alors, est-ce que tu es un site porno, si tu es un site qui n'héberge aucune vidéo porno? Oui. Pardon. Toi, tu dis oui. Non, mais tu vois, on se casse la tête à interdire l'accès aux sites aux mineurs des gens en galère, mais demain, il pourrait y avoir un site qui repose uniquement sur un rack de GPU, qui héberge zéro vidéo, voire 0 image, et qui pourtant te permet de matérialiser tous tes fantasmes en téléchargement. Il se pourrait même qu'un jour, je puisse aussi l'utiliser, comme j'utilise Stable Diffusion maintenant sur mon PC, avec une GeForce un peu costaud, tout ça. Les implications pour les actrices et les acteurs, aussi bien que pour la nature du porno d'ailleurs, qui pourrait être généré, je ne vais pas vous faire un dessin, sont encore autant de questions supplémentaires. Donc voilà, donc si vous cherchez un boulot d'avenir et que les sciences humaines c'est votre truc, choisissez éthique en intelligence artificielle. Voilà, ça c'est bien, c'est un truc d'avenir. Par contre, il ne faudra pas compter vos heures, parce que ceux qui sont déjà en poste, ils sont rien du burn-out. Margaret Mitchell, vous vous souvenez de Margaret Mitchell, cette responsable éthique chez Google, qui s'est fait lourder juste après sa collègue Timnit Gebru, elle travaille chez Hugging Face.
Un site qui regroupe un nombre considérable de modèles avec lesquels on peut jouer librement, dont Stable Diffusion d'ailleurs, entre autres, c'est assez dingue. Et elle dit qu'elle a déjà eu plusieurs coups de mou et qu'elle est pas loin du burn-out. Et c'est assez généralisé dans le secteur parce que les mecs et les filles, évidemment, les gens sont ultra sollicités là-dedans, les questions sont extrêmement complexes et les gens sont assez peu nombreux. Et en plus, le boulot, il est pas forcément ultra génial tout le temps parce qu'il faut passer en revue des datasets énormes, trouver des failles, tu dois chercher les biais, chercher le pire en fait, en permanence. Et en plus, t'es souvent dénigré. Parce que toutes les boîtes, les ingénieurs, c'est des ingénieurs qu'il y a dans les boîtes souvent, ils sont pas trop la fibre science humaine. Pour les boîtes, c'est une dépense, c'est une baisse évidemment de rendement. Le patron de Stability AI, par exemple, qualifie les préoccupations éthiques de paternalistes. Et voilà, l'éthique, ça rapporte rien, donc en plus, il faut en permanence argumenter sur sa légitimité. Donc ce sera un boulot fatigant, mais ce sera un boulot à l'abri du chômage. De mon point de vue, je me répète. Vas-y Baptiste, vas-y. Non, je vais juste compléter sur l'éthique. C'est dur en plus. C'est ça en fait. Je pense que c'est ça aussi le souci, c'est que c'est comme d'un côté, tu vois, tu te bats avec des bazookas et de l'autre côté, t'as des fléchettes. Tu sais, c'est un peu ça le truc, c'est que aujourd'hui, non mais techniquement, il y a pas. C'est très dur de faire de l'éthique de l'AI ou alors d'empêcher les biais dans les modèles parce qu'on n'a pas d'outils pour ça. Et du coup, t'es un peu c'est David contre Goliath. Et donc c'est aussi pour ça que ça doit être assez déprimant quoi. Ça peut être quoi la solution d'ailleurs à ce tel déséquilibre? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme la solution, c'est les solutions qui se profilent, c'est des solutions législatives, c'est-à-dire que si par la loi tu obliges les algorithmes à respecter un certain nombre de trucs, du coup l'éthique elle devient nécessaire parce que sinon ton algorithme il peut pas sortir et donc tu peux pas le rentabiliser. Tu vois, ici en gros tu tapes au portefeuille quoi. Parce que pour l'instant ce qui se passe c'est que les gens vont très vite, ils font des trucs sans rien demander à personne, ils font le truc le plus vite possible pour imposer une sorte de fait accompli quoi. Et ça marche plutôt bien en réalité. Stable Diffusion, comme je te disais, Stable Diffusion, c'est fascinant. C'est un truc où c'est vraiment, c'est un appareil photo à rêve. Tu vois, c'est-à-dire tu susurres des mots à la machine et elle rêve des choses et toi tu prends des photos de ces choses. C'est de l'onirographie, voilà, Stable Diffusion. Et il peut rêver à tout, à n'importe quoi, puisqu'il a vu 5 milliards d'images. Je veux dire, si tu devais voir toi une image par seconde, 5 milliards d'images, il te faudrait 150 ans pour les voir. Donc il a tout vu, il peut tout imaginer. Et du coup, actuellement, effectivement, il peut déjà m'imaginer, je sais pas, Scarlett Johansson à poil. Il n'y a aucun problème, ça marche. Et ça pose déjà des soucis, tu vois. Mais c'est sorti, c'est là, c'est comme ça. Et du coup, ça déclenche un engouement qui est formidable, c'est des perspectives faramineuses. Et comme disait Baptiste, en face, t'as des gens qui disent ouais, mais il y a peut-être des problèmes éthiques. Et ça, tu vois, s'il n'y a pas la loi derrière pour dire oui, mais ça c'est illégal, de toute façon vous pouvez pas le monétiser parce que c'est illégal, c'est vrai que je vois pas très bien pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent avec l'éthique, tu vois. Bon, j'aime toujours d'ailleurs autant le terme qui a été proposé. J'invite Baptiste à propager la bonne parole, à inciter à ce qu'on appelle ça des myriages. J'aime beaucoup cette terminologie. Onirographie, je viens de l'inventer, mais je trouve ça sympa aussi. C'est pas mal aussi, on va le noter. Un peu trop compliqué peut-être. Je sais pas. Non, c'est peut-être. Bon, j'en sais rien. Vous nous direz ce que vous préférez dans les commentaires de l'épisode ou sur les réseaux sociaux. Ils vont trouver mieux sur Discord. Ils vont trouver bien mieux, je pense. Ah, on verra. On va en discuter. Aidez-nous à trouver le bon terme. Et j'arriverai à le noter correctement après la diffusion de l'épisode. Justement, toujours dans la continuité, parce que, encore une fois, on parle à chaque fois des images, mais ce qui est captivant avec ces programmes, c'est qu'ils permettent d'avoir plein d'applications qu'on n'aurait pas soupçonnées jusqu'à, Guillaume, créer des nouveaux métaux, inventer des nouveaux métaux. J'ai du mal à y croire. Oui, c'est une nouvelle application prometteuse, c'est du machine learning, c'est la fabrication d'alliages, donc de métaux dans ce sens-là. Jusqu'à présent, savoir quels métaux mélanger, dans quelle proportion et comment, c'était un peu autant un art qu'une science, quoi, avec beaucoup d'expérimentation. Parce qu'on peut difficilement tout prévoir de ce qui va se passer, quoi. Et donc, il y aura beaucoup d'essais-erreurs, et donc il y a les chercheurs du Max Planck Institute qui ont utilisé un algorithme pour identifier 17 nouveaux alliages prometteurs. Un algorithme qu'ils ont entraîné eux-mêmes sur des centaines d'alliages dont ils ont noté scrupuleusement les propriétés. Donc il a fallu se les fader, il a fallu faire des expériences pour tous ces alliages, ça a été long, mais maintenant ils ont un algo qui peut leur donner des indices en fait sur le comportement futur probable d'un alliage. Donc c'est un début prometteur et c'est quand même un domaine d'ingénierie qui est d'une importance capitale pour l'industrie, donc c'est quand même très très intéressant. Donc tu vois, entre deux images de meufs à gros seins, les IA peuvent aussi servir la science, c'est bien. Ouais, on va essayer de trouver des applications intelligentes maintenant. C'est cool. Parfait. On continue avec les algorithmes, Guillaume. L'important, d'après le conducteur de cet épisode, c'est l'emplacement, je crois.
Ouais, mais non, mais certains s'inquiètent de ce que pourrait donner dans notre société, tu sais, une omniprésence, une toute puissance des algorithmes d'intelligence artificielle, tout ça. Je dis non. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour changer le monde en pire. Voilà, c'est pas de problème. Mince. Oui, regarde Yellstar, c'est un logiciel américain de RealPage, c'est un programme standard qui se nourrit de données tout à fait traditionnelles, qui permet d'optimiser le loyer des appartements. C'est-à-dire qui permet à vous, les propriétaires, de presser comme des citrons les locataires pour en tirer le maximum de jus avant qu'ils explosent. Enfin, en général avant. Un logiciel fort utile donc, et qui est d'ailleurs très répandu, puisque en plus il y a une concentration assez improbable dans la propriété immobilière, aux États-Unis en tout cas, donc c'est encore plus vite fait. Dans la banlieue de Seattle, 70% des appartements appartiennent à 10 propriétaires qui utilisent tous RealPage. Et donc, ils appartiennent ou ils sont gérés par, juste pour la précision, mais je crois qu'ils sont gérés par la même entreprise qui du coup utilise le logiciel. D'accord, oui, ok, d'accord. Ça me paraissait vraiment énorme sinon. De quoi ? Mais peut-être que ce soit 10 propriétaires. Ah, non, 10 boîtes, je veux dire, oui. 10 entreprises. 10 entreprises, okay. oui. Je pense que c'est effectivement 10 entreprises, peut-être pas forcément 10 personnes, c'est vrai. Bon, quoique, tu sais. Parfois, ça m'étonnera on pas, pourrait être très surpris, mais... Non, oui, effectivement, sans doute. Et donc, c'est un logiciel qui sert de divers indicateurs, voilà, pour donner, donne des données des concurrents, d'ailleurs, trouver je sais pas où, pour optimiser, donc pour augmenter au max les loyers. Donc, un des développeurs fait remarquer, très justement quand même, que les agents immobiliers humains font preuve de trop d'empathie par rapport aux tarifs générés par ordinateur. Comme il a raison. D'ailleurs, les loyers dans le pays entier explosent, en moyenne, plus de 10%, quoi, jusqu'à 14%. Juste après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un article, il y a un article de ProPublica, je crois, sur RealPage, et juste après, donc sur comment ça marche et comment ça a réussi à détériorer la vie de centaines de milliers de locataires américains. Et après, ils ont publié un autre sur le procès pour entente illicite donc sur RealPage. C'est assez cocasse. En fait, RealPage aurait travaillé avec un groupe des plus gros propriétaires du pays, des plus grosses agences, tu vois, les promoteurs immobiliers du pays, pour créer un cartel et s'entendre sur les prix. Parce qu'évidemment, sans compétition, c'est plus facile de les augmenter autant qu'on veut. Donc ils seraient neufs, mais ils géreraient à eux neufs des centaines de milliers d'appartements. Donc vous voyez, il n'y a aucune raison d'avoir peur des algorithmes d'intelligence artificielle. Tu vois, il faut avoir peur de tous les algorithmes. Ah, effectivement, quand on y pense. Baptiste, une dernière remarque sur les algorithmes. Je trouve la news super intéressante, enfin c'est la dernière, parce qu'en fait c'est pas tant ça veut dire que la concentration c'était pas tant dans c'était pas une entente directe, d'après ce que je comprends de l'article, mais c'était pas une entente directe entre les différentes agences, tu vois, pour ensemble qui montent le prix, mais vu qu'elles utilisaient toutes le même algorithme, et du coup c'est un peu comme si elles étaient tu vois, comme si elles faisaient la même chose finalement. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est cet aspect que finalement, juste en utilisant le même logiciel, tu peux avoir le même effet qu'un cartel, tu vois. Et sans entente directe, donc c'est assez fascinant. Ça fait penser un peu aux biais cognitifs qui peuvent être installés à l'insu de notre conscience, comme ça. Et donc c'est intéressant, effectivement. Méfions-nous des algorithmes, on le saura maintenant. Vous avez été prévenus et on les met de côté du coup pour aborder un dernier tunnel de news autour du matériel. Et Guillaume, tu nous as concocté un des éléments qui nous manquait, une brique manquante de la situation idéale du métavers futur, parce qu'il nous manque... Il nous manque dans Ready Player One, c'est simple, ils ont des équipements qui ont des retours comme ça haptiques avec sensation, et ça y est, on y arrive. Et oui, c'est ça. On ne sait pas tout à fait ce que c'est que le métavers, mais bientôt on pourra le toucher quand même, avec nos doigts, tu vois, on pourra faire un chpouille dessus, et on sentira tout le moelleux comme ça. Enfin, j'espère en tout cas pour le prix, parce que Haptix va commercialiser des gants pneumatiques pour la VR, ce qui veut dire que vous aurez un compresseur dans le dos, assez gros d'ailleurs, une sorte de sac à dos compresseur, qui va envoyer un flux d'air dans les gants pour simuler une pression un petit peu partout sur la peau de vos mains, pour simuler une résistance quand vous saisissez quelque chose. La pression d'un bouton sur lequel tu appuies, une pomme que tu écoutes, du bois que tu caresses comme ça, c'est sensuel. Ça vous fera même ressentir le poilu d'une tête de chien que tu caresses. Voilà, je sais pas ce que c'est comme chien dans la vidéo, mais c'est moche. Je sais pas si vous pourrez reconnaître d'ailleurs au toucher une caniche d'un berger belge ou d'un pécari, mais franchement c'est prometteur. Ça donne envie d'essayer, malgré l'encombrement. Enfin, avant de connaître le prix, parce que le prix calme quand même, c'est 5500 balles plus $500 par mois. Pour, je sais pas, $500 par mois pour les capsules d'air comprimé, je sais pas. Voilà, mais toucher ses rêves du doigt est à ce prix. Alors, figurez-vous qu'en plus, Haptix en fait un argument de vente parce que c'est pas cher comparé à leur précédent modèle qui s'appelait le DK2. Le DK2 était présenté il y a un an, c'était donc développement kit, donc c'était un truc encore un peu, disons, expérimental, mais ce truc coûtait 10 000 balles. Donc voilà, effectivement, ça a bien baissé.
Et la vraie nouveauté est là, du coup, le gant VR se démocratise, ou presque. Effectivement, à ce prix, je pense qu'il doit bien y avoir 3 boîtes dans le monde et qui vont s'en payer, les mêmes qui ont acheté des Oculus Quest Pro, des Meta Quest Pro probablement. Donc c'est parti, ça décolle, ça y est. J'ai du mal à comprendre comment on peut avoir ce ressenti-là aussi précis que les poils de chien de machin, là, je sais pas quoi. Ça me paraît fou. Techniquement, c'est... Ah, mais techniquement, non, c'est fort, hein, techniquement. Il y a des petits actuateurs un petit peu partout pour envoyer des flux d'air, voilà, soit des pressions, soit des petites vibrations à plein d'endroits, partout sur les mains. C'est chiadé quand même, attention. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'innovation technologique de ce type, souvent t'es dans la continuité de trucs que tu as pu déjà se voir se dessiner, etc. Et aujourd'hui, le retour haptique qu'on a, bon, c'est dans le domaine des jeux vidéo et ça fait des tout plus ou moins fins, tu vois. Mais là, ça m'a l'air d'être vraiment un game changer, comme on dit dans le milieu, une révolution, quoi. Ça me paraît complètement dingue. Est-ce que le monde de la recherche avait déjà avancé sur ce sujet-là ou je me rends pas compte? Mais la Switch avait déjà avancé sur ce sujet-là. Bah ouais, mais bon, tu ressens pas du poil de chien en petit détail sur la Switch, tu ressens des ploup-ploup, quoi. Ou des ploup-ploup-ploup. Ou des bzz, ou des clic-clic. Je sais. Des gli-gli-gli. Je sais. Mais tu sais qu'ils avaient fait des tests d'écran tactile haptique où ils avaient, grâce à des vibrations, réussi à faire ressentir des variations de température, par exemple. Ouais. Bah peut-être. Je suis vraiment très intéressé parce que je reconnais qu'en plus je suis très sensible à ce genre de petit effet. Mais de là à ressentir les petits poils de chien quand on même me la caresse. sensualité. Allez, projet Volterra, Guillaume. Ouais, il s'était pas montré pendant le Surface Event, mais il arrive enfin, le projet Volterra, qui a désormais un nom beaucoup plus sexy, puisqu'il s'appelle le Windows Dev Kit 2023. Oui, c'était l'ironie. À $600, vous avez un petit PC ARM sous Windows 11 avec 32 Go de RAM, 512 Go de SSD. Et comme c'est un Snapdragon dedans, il y a aussi un coprocesseur neural pour accélérer l'inférence du deep learning sans monopoliser le CPU ou le GPU. Surtout, la petite boîte sera remplie de toute une chaîne de développement Visual Machine et Studio.net pour vous encourager à repeupler, à peupler ce famélique magasin Windows de nouvelles applications ARM natives, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et voilà, et puis il y en a besoin, comme en témoigne le test de la Surface Pro 9 avec 5G. Parce que les choses changent pas trop en vrai. Je sais pas si vous vous souvenez de la Surface X, qui laisse un souvenir amer à certains pour avoir été une tablette lourdement handicapée par des problèmes de compatibilité logicielle. La situation s'est beaucoup améliorée, mais elle n'a pas changé fondamentalement. Le test de The Verge est assez clair, la Surface Pro 9 avec 5G, est donc équipée d'un processeur ARM qui reste malgré tout assez lente, en particulier avec les logiciels compilés pour Intel, donc en mode compatibilité, mais aussi en général. Et puis bon, même de toute façon, les logiciels compilés pour Intel, sauf cas très particulier, vous serez amené à en utiliser probablement un jour ou l'autre, quoi. Donc la tablette est belle, elle respire la qualité, la fonction visio fonctionne presque comme dans la démo, avec des fonctions cool, réduction de bruit, tout ça, tout ce que tu veux, suivi de machin, suivi des yeux. Il y a un bel écran sans verre, l'autonomie est bonne, la connectivité est pourrie, il y a même pas de prise jack, et puis il y a que 2 USB. Et puis il y a la 5G, bon, qui fait gagner pas grand-chose par rapport à la 4G, on va pas se mentir. Et puis la tablette souffre de ralentissements qui sont intolérables à ce niveau de prix, quoi. Parce qu'elle démarre quand même à $1,300 sans clavier ni stylet. Donc ça veut dire qu'elle démarre à $1,600 avec. Donc merci. Et en mode émulation, la tablette, en mode émulation même ou non, la tablette est trop lente pour son tarif. Et donc Windows ARM, c'est encore pas au niveau. C'est d'autant plus dommage parce que quand même, la seule alternative, elle est en Intel. Alors que s'ils avaient utilisé du AMD, ils auraient probablement une machine qui aurait eu plus d'autonomie, beaucoup plus de performance. Voilà. Donc, sauf cas particulier, c'est quand même assez dur de recommander cette machine, j'ai l'impression, ce qui est quand même assez dommage, quoi. Baptiste, tu observes les surfaces et notamment les tablettes sur Windows ARM avec comme étant des bêtes curieuses, ou est-ce que c'est un truc que tu pourrais, envisager, conseiller autour de toi? Oui, c'est ça, des bêtes curieuses. Non, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage que Microsoft, ils n'arrivent pas à faire quelque chose avec ces Windows sur ARM. Je pense que c'est un mélange, tu sais, de ces genres de choses où il faut tout un écosystème, où il faut les puces, il faut Windows, il faut les fabricants de PC. Il faut être Apple. Ouais, c'est ça, exact. Et voilà. Et le souci, c'est que si tu fais pas tout seul comme Apple, c'est plus compliqué. Ouais. Et mais bon, à un moment, faudra qu'ils le fassent, tu vois. Je pense pas, ça m'étonnerait. Allez, on peut faire un pari, mais je pense pas que dans 5 ans, ce sera tellement nul, tu vois. Je pense que dans 5 ans, les PC Windows sur ARM, ils marcheront, j'espère, parce que sinon, ça veut dire que il y aura toujours ce fossé entre les PC et les... Non, j'y crois pas trop, quand même. Non? Enfin, je sais pas.
J'aime ce genre de paris qui sont enregistrés et diffusés sur les internets et qu'on peut vérifier en 2027. On verra un petit peu le statut de Windows sur ARM et on verra si ça a tenu ses promesses. En attendant, peut-être que la solution, Baptiste, elle viendra pas forcément du processeur et de la machine que tu vas utiliser, mais plutôt du service auquel tu seras abonné. Peut-être que justement, il y aura pas la réponse à la question et au pari que tu as soulevé parce qu'on sera tous abonnés, va savoir, à des services cloud et peut-être à ceux de Shadow, Guillaume. Ouais, Shadow revient, ça y est, sous la bannière OVH, c'était prévu. C'est désormais un PC polyvalent, donc ça peut être jeu ou boulot. C'est proposé pour 30 ou 45 balles selon les options. Pour 30, vous avez un CPU 4 coeurs 8 threads autour des 3 GHz vers là, avec un équivalent GTX 1080. C'est encore de beaux restes, 1080, faut pas exagérer. 12 Go de RAM, 256 Go de SSD. C'est modéré d'ailleurs, 256 Go. Si vous jouez à Call of Duty, vous pourrez installer Call of Duty et probablement Snake, et puis voilà. Et bon, il y a la possibilité de rajouter du stockage jusqu'à 2 Teraoctets de disque dur, mais selon les disponibilités, donc ça sent pas très très beau. Alors l'option Power, du coup, ça passe à un processeur qui est toujours quadricœur d'ailleurs, mais qui est de classe EPYC, donc c'est un processeur de classe serveur quand même plus rapide, et même nombre de cœurs, mais bon, un petit peu plus costaud. Et puis la puce graphique est aussi plus moderne, on passe du RTX 3070 ou une RDNA 2 chez AMD équivalente, 16 Go de RAM et toujours la place pour Call of Duty et Snake. Et tout ça sous Windows 10, et ça coûte donc 45 € en version luxe et 30 € en version prolétaire. Frandroid l'a testé, et globalement les performances sont là, peu ou prou, c'est ce qui est annoncé. On peut même faire du multi-écran, ce qui est très appréciable. Ça reste du streaming après, c'est-à-dire les mouvements rapides donnent des artefacts, c'est jamais parfait, comme en local bien sûr. Qualité moins bonne que sur GeForce Now, elle est dans la moyenne disons. Plus chiant pour le jeu, il semble y avoir des lags encore. Et alors c'est pas trop gênant si on bosse, j'imagine, ou si on joue aux échecs, mais si on joue, voilà, tu vois, un truc assez rapide, ça, je pense que c'est complètement mortel si tu joues à un shooter un petit peu rapide. Donc on va voir si ça s'améliore parce que le service est quand même tout jeune. Cela dit, bon, est-ce que c'est intéressant ? C'est 360 € l'année pour la version de base, donc ça s'étudie, il n'y a pas d'achat de matos, la facture d'électricité est allégée. Après, faut pas rêver, ça va pas non plus, tu vois, l'électricité, oui, c'est bien, mais je sais pas, si on part dans les 300 watts, consommer 4 heures par jour, je le fais à la louche, les 300 watts, ce serait pour du gaming, donc tu as une activité en charge. Si tu fais ça 5 jours par semaine, tu économises 60 € à la fin de l'année. Bon, pour cet usage, donc, tu serais vers les 300 € net par an. Bon. Avec l'option luxe, par contre, c'est 540 € par an pour bénéficier, tu vois. Et puis bon, au niveau électricité, ce sera à peu près pareil, quoi. Tu économises un petit peu plus, mais pas tant que ça. Donc ça veut dire que sur 3 ans, tu seras à 1620 €. C'est bien le prix d'un PC de jeu, donc je suis modérément chaud, moi, en fait. 1620 € sur 3 ans, voilà. Mais bon, vous me connaissez, je suis vraiment pas un très bon cas pour ce truc. Moi, j'aime les machines. J'ai du mal à concevoir, voilà, de pas travailler ou jouer sur mon PC, sur mon matériel, comme Dieu l'a voulu. Comme Dieu l'a voulu et l'a affirmé. Et ils vont bientôt sortir Shadow Drive, d'ailleurs aussi, une espèce de Dropbox qui est plutôt intéressant. Enfin, c'est plutôt logique, on va dire, par rapport à leur gamme de service. Baptiste, toi, tu es mobile, tu vois, t'es à l'international, tu bouges tout le temps, t'as besoin de performance. Alors peut-être pas pour jouer sur ton PC, quoique, tu vas nous dire. Mais est-ce qu'une solution à la Shadow, ce serait pas une solution qui serait rêvée pour toi ? C'est toujours pareil, je pense. Shadow, c'est cool si t'as vraiment l'usage pour, tu vois. C'est le défaut si tu veux jouer sur un PC, c'est d'acheter un PC. Le défaut si tu veux faire du montage vidéo, pareil, c'est d'acheter un gros PC. Et Shadow, c'est bien si t'as un besoin spécifique, tu vois. Si maintenant t'as besoin de faire du montage vidéo, mais que toutes les semaines t'es quelque part d'autre, tu vois. Et moi, globalement, j'ai pas ce besoin spécifique là, quoi. Je joue pas sur PC, je dois dire. Si je jouais, ce serait sur Switch, tu vois, un truc plus léger. Et mais tu vois, si maintenant un mois, mais pareil, je crois, il y a pas un abonnement, il y a pas un. Est-ce que c'est sans engagement ces trucs-là? Tu vois, si maintenant je veux juste un mois, quoi? C'est sans engagement. Ok, c'est cool parce qu'avant il y avait une liste d'attente et tout, donc tu pouvais pas dire je prends juste pour un mois pour tester un jeu. Du coup, ouais, je me verrais le faire, mais voilà, encore une fois, si j'ai besoin d'un truc très épisodique, c'est assez amusant. Peut-être une petite anecdote dans le lab où je travaille en ce moment. Il y a personne qui a des PC, tout le monde a des Mac. Et du coup, il y a récemment, on a besoin d'un logiciel qui tournait sous Windows. Et en plus, sur un PC particulièrement puissant. Du coup, on a un PC Alienware qui traîne dans le lab pour faire ça, tu vois. Mais dans l'absolu, c'est le genre de cas où justement Shadow aurait été pas mal, tu vois. Parce qu'on a besoin ponctuellement d'un PC puissant sous Windows. Mais encore une fois, tu vois, c'est un truc niche.
Ouais, puis en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que la première réflexion qu'on peut avoir sur ce type de service, c'est de se dire bon, je suis de partout, je retrouve mon PC, etc. En fait, non, parce qu'il faut quand même une connexion qui soit un peu décente, et cette connexion décente, on l'a pas forcément en synonyme de mobilité. Donc, est-ce que tu as envie de faire du gros jeu PC en mobilité? Enfin, je sais pas, mais moi, tu vois, l'image que j'ai, tu vois, c'est, tu vois, t'es bien installé, t'as ton beau clavier, ta belle souris, tu vois, sur ton grand écran. Ton fauteuil gamer. Voilà, c'est ça. Allez, est-ce que t'as envie de faire ça dans l'avion ou dans l'aéroport quand comme il te le pitch? Pas vraiment, quoi. Probablement pas. Les cas d'usage sont pas forcément hyper convaincants, tu as raison. Bon, en tout cas, la techno avance, c'est très bien. Un petit tour du côté d'AMD, Guillaume. Ouais, le standard CXL, j'en parlais il y a pas si longtemps dans le cadre professionnel à des data centers. Donc CXL, c'est Compute Express Link, et ça permet donc de rajouter un peu ce qu'on veut comme extension via PCI Express, et ça fait le lien directement avec le CPU. Donc ça vous ouvre la possibilité d'avoir par exemple des cartes donc PCI Express d'extension de RAM par exemple, donc tu peux avoir des dizaines ou des centaines de gigaoctets de RAM supplémentaires sans avoir à mettre ça dans des slots DIMM, quoi. Puis tu peux imaginer les SSD, tu peux imaginer des accélérateurs variés qui donc sont directement drivés par le CPU avec le moins de latence et le moins de trucs, avec le plus de débit possible. Et bon, étonnamment, mais c'est une bonne surprise, AMD semble décider à démocratiser le CXL sur des machines grand public. Donc ils travaillent à rendre compatibles les prochaines CPU de gamme Ryzen avec CXL. Donc c'est aussi une technologie qui est poussée par Intel, bien sûr, mais c'est plutôt pour les pros. Donc ce serait envisageable que, comme les pros, un jour on puisse rajouter une variété de cartes d'extension dans un PC Ryzen. Moi, je trouve ça très bien, parce que moi, je trouve que le monde du PC n'est pas encore assez modulaire. Moi, j'aimerais que tout soit modulaire, que ce soit beaucoup plus modulaire que ça serait cool. Donc voilà. Alors, c'est pas pour tout de suite non plus. Le processus est en cours, donc on verra dans les années qui viennent, disons. Trop bien. Magnifique. Et puis, alors une fois n'est pas coutume, mais on connaît un challenger qui bat le M1, alors sur le plan, j'imagine, de l'efficience en prenant en compte la puissance par rapport à la consommation d'énergie, Guillaume. Ouais, on peut commencer donc alors ces petits tunnels PPU TSMC en particulier, quoi. Donc on commence avec le Dimensity 9200 qui est une puce donc en Cortex X3 de chez MediaTek qui a réussi à battre le M1 d'Apple dans les benchmarks en tout cas, et c'est notable comme constructeur qu'on associe quand même généralement à l'entrée de gamme, affiche des performances qui tiennent la dragée haute à ce qui est devenu la référence en termes de performance en ARM. Donc voilà les puces Apple. Donc le Dimensity est gravé en 4 nanomètres chez TSMC, ce qui confirme encore la bonne qualité de ce process. Mais bon, vous inquiétez pas pour Apple, ils s'en foutent complètement, ils sont déjà passés à autre chose. Voilà. Puisqu'ils viennent de larguer à TSMC un chèque qui, à mon avis, ferait piquer les yeux même à Jeff Bezos. Mais bon, je l'ai pas vu le chèque, mais bon, étant donné qu'ils viennent de réserver pour eux tout seuls toutes les chaînes de fabrication du processus le plus avancé du monde, par les temps qui courent, je pense que ça va chiffrer, quoi. Donc le N3 est donc à eux, et ils vont se graver dessus des M2 Max et Pro qui auront respectivement 10 et 12 cœurs CPU et qui vont donc vraisemblablement monter plus en fréquence. Et c'est qu'un début, Apple met en plus la pression sur TSMC pour fabriquer aussi, donc pour ses Mac Pro, des M2 Ultra et Extreme à 20 et à 24 cœurs. En 3 nanomètres, ça va faire très 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 mal à la concurrence. Alors, ça va aussi faire très 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 mal au portefeuille, parce que vu la tendance des prix, et des prix Mac en particulier, des prix Apple, je peux imaginer le prix des prochains Mac Pro. Enfin bon, ça augure très bien en termes de performance. Puis quand on parle de TSMC, on doit parler un petit peu du contexte géopolitique, j'allais dire. Ouais, oui, pour terminer, TSMC a pas de souci de vente, donc là tout va bien. Mais donc, ils viennent de perdre quand même un client qui s'appelle Biren. Alors Biren, si vous vous souvenez, j'en avais parlé un petit peu, c'est la marque des futures cartographiques 100% chinoises, 100% designées en Chine et qui normalement devaient être fabriquées à Taïwan. Et donc, c'est des trucs qui étaient censés concurrencer les meilleurs Radeon, les meilleurs GeForce. Ils auraient pu le faire, en fait, parce que vous vous souvenez aussi sans doute que Biden, lui, il a, pour résumer, interdit aux boîtes américaines de faire affaire avec les boîtes chinoises. Et bien, ça concerne aussi TSMC, qui ne va donc pas pouvoir fabriquer les GPU Biren. Et bon, mine de rien, c'est probablement exactement l'objectif, parce que, outre les pauvres gamers chinois, pensons à eux, qui n'auront pas de carte à Noël, les Biren promettaient aussi des cartes professionnelles, qui étaient quasi au niveau des meilleurs Tesla de Nvidia, c'est-à-dire des accélérateurs de calcul pour le deep learning et le calcul scientifique. Comme par hasard, désormais, la Chine n'a plus accès au matériel Intel, AMD ou Nvidia, et elle ne peut plus fabriquer ses propres cartes. Voilà, donc elle est handicapée technologiquement, et c'est exactement le but des États-Unis, puisque là, voilà, on est en pleine guerre commerciale et technologique, là, c'est absolument clair et net, quoi.
Une manifestation évidente. Écoute, merci beaucoup. Baptiste, je sais pas si l'un ou l'autre de ces sujets laisse place à une ultime remarque de ta part au sujet de ces cartes graphiques et de ces processeurs. Non, pas spécialement. Je pense que Guillaume, il a bien résumé les choses. Le point sur la Chine, je pense qu'il est toujours très, très important à garder en tête que c'est vraiment quelque chose qui est là pour rester et qu'on va encore en entendre parler. Je pense, tu vois, dans 5 ans, tu sais, je disais, on verra ce que ARM va faire. Je pense que dans 5 ans, ce sera toujours une situation problématique avec la Chine et les puces. Mais ce qui sera intéressant dans 5 ans c'est de voir où la Chine en sera, justement. Exact, tout à fait. Parce que là, pour l'instant, en domestique, c'est-à-dire sur le territoire chinois, pas de Chine continentale, pour l'instant, ils n'ont pas les capacités industrielles. Mais justement, comme on les handicape, ils vont mettre les bouchées doubles dessus. Donc ça va être vraiment intéressant de voir à quel point ils pourront rattraper, comment. Historiquement, c'est vraiment super intéressant, quoi. Les regards portés vers Taïwan doivent être chargés aussi de beaucoup de sens sur ce sujet. On en reparlera, j'en suis sûr. Merci beaucoup Guillaume pour cette veille complète qui a laissé place à ce supplément de Tech Café. Et si jamais vous avez apprécié cet épisode, si jamais vous pensez que cette veille vous sert à quelque chose, je vous invite évidemment à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé pour identifier comment vous pouvez nous soutenir. En attendant, on va vous rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver individuellement. Guillaume, c'est simple, si jamais on veut te retrouver, dis-nous, là, maintenant, tout de suite. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver probablement à Rêver de Myriage. Oh, c'est beau. Très bien. À Scarlett Johansson. Bon, ok. Je sais pas, peut-être que je vais essayer d'entraîner un Hyper Networks pour que Stable Diffusion fasse mieux les PC. Parce que je trouve il est pas très, très... Tu vois, il fait pas de très, très beaux PC. Ah, très bien, très bien. Oh, j'ai vu une tour... Non, pardon, je vais m'égarer. Je vais pas rentrer plus longtemps que ça dans les détails. Merci beaucoup, Guillaume. Baptiste, merci infiniment d'avoir accepté de passer cette soirée qui était plutôt un morceau d'après-midi pour toi pour enregistrer l'épisode hebdomadaire de Tech Café et le supplément. C'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver à titre individuel ? Déjà, merci Guillaume. C'est aussi toujours un plaisir de venir. Et moi, on peut me retrouver à titre individuel sur @bfright sur Twitter. Le lien sera dans les notes de l'émission. Et sinon, si vous voulez plus de news tech sur Niptech, je pense qu'on en a déjà parlé, donc pas besoin de... Voilà, maintenant les gens ils savent, je crois. Et puis ils savent aussi que vous parlez vous aussi de composants d'orientation géopolitique liés à ces productions matérielles. Donc c'est un sujet que vous ne découvrirez pas totalement si vous écoutez déjà Tech Café. Merci beaucoup Baptiste, merci beaucoup à vous qui nous êtes fidèles et qui écoutez les épisodes aussi longtemps, peut-être dans la soirée ou dans vos transports. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao.